De toutes les raisons du monde. Et j'ai lu tous vos livres, vous avez le talent, toutes ces clés du succès, etc. Quelle est selon vous la raison numéro 1 pour laquelle les gens échouent? Pas nécessairement pourquoi ils réussissent, mais plutôt le contraire. Le manque de jugeote, le manque d'effort. Ah, le manque de jugeote, le manque d'effort. Ils ne font pas le travail, ils n'apprennent pas. Vous savez, quand vous démarrez une entreprise et que vous commencez à parler aux gens, vous n'êtes jamais tout seul, sans concurrence. Sauf si vous êtes extrêmement chanceux. S'il y a de la concurrence, ça veut dire que quelqu'un d'autre connaît votre business aussi bien que vous quand vous débutez. Et si vous entrez dans un environnement compétitif et que vos concurrents en savent plus sur l'entreprise et vos clients que vous allez perdre. Mais la plupart des gens ne considèrent pas ça. Ils ne font pas le travail. Ils n'en apprennent pas plus sur leur industrie. Ils ne connaissent même pas leur business. Et donc, vous devez faire l'effort pour en savoir plus sur votre industrie que n'importe qui d'autre. Et c'est ça la partie cérébrale et la partie effort. Parce que si vous êtes en compétition avec moi, vous avez intérêt à savoir ce que vous faites, sinon je vais vous botter le cul, et vous n'allez pas travailler plus que moi. Vous comprenez? Cette combinaison est généralement ce qui tue les entreprises au début, plus que tout autre. On a fait allusion plus tôt au fait que les entrepreneurs doivent être nés pour ça. Vous savez, je pense que je savais que j'étais fait pour être excité par les affaires. Comment ou pourquoi, je ne sais pas. Et il y a certains gars qui ont les gènes pour être meilleurs à la salle de sport. Certains gars, tu sais, quand ils jouent au golf, ils ont la mémoire musculaire, la discipline. Dirk Nowitzki n'est peut-être pas le plus talentueux de la NBA, mais avec sa discipline et sa concentration, il est prêt à faire ce qui est nécessaire pour réussir. Si on combine ça avec le fait qu'il mesure plus de 2 mètres et son talent, vous savez, ça fait de lui un excellent joueur de basket. Donc il faut comprendre quelles sont vos compétences, trouver le bon domaine pour utiliser ces compétences et ensuite foncer. Est-ce que ça vous fera gagner 250 000 $? Ça dépend si vous choisissez la bonne industrie. Quel que soit le domaine que vous choisissez, si vous travaillez plus que tout le monde, si vous essayez d'être un peu plus intelligent que les autres, si vous essayez d'être un meilleur vendeur, si vous essayez d'être mieux préparé que tout le monde, vous avez votre meilleure chance, parce que si vous ne le faites pas et que quelqu'un d'autre le fait, c'est comme si vous faites le même travail que quelqu'un et il essaye de prendre tout ce que vous avez. C'est comme une personne qui passe 24 heures sur son travail et perd tout. C'est comme ça que je vois les choses. J'ai commencé mon premier business quand j'avais 12 ans. J'achetais et vendais des cartes de baseball. J'achetais et vendais des timbres. Tout ce que je pouvais faire pour gagner de l'argent, j'essayais de le faire. J'étais dans les affaires, mais pas au point où même mes amis le faisaient. Ils ne le savaient sûrement pas. Des cartes de baseball? Oui, des cartes de baseball, c'est ça. J'ai grandi à Pittsburgh et j'ai probablement, même déjà à moins de 12 ans, j'allais acheter un tas de cartes de baseball que je collectionnais et je les emballais. Je disais, ok, il y a la garantie d'avoir un joueur des Pirates de Pittsburgh dans ce paquet. Je chargeais le paquet 3 fois plus et je m'installais sur un banc dans un parc où j'ai grandi et j'avais ces petites pancartes et c'était génial, je gagnais de l'argent. Je veux dire, c'était super, vous savez, et j'ai appris plus sur les affaires quand j'avais 9, 10 et 12 ans que j'en ai appris à n'importe quel autre moment. Passons à un autre sujet. Vous êtes allé à l'université d'IU. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent d'oublier l'école, de ne pas faire d'école. Ils sont idiots. Vous pensez qu'ils sont idiots? Dites-moi pourquoi. Si vous voulez avoir à diriger une entreprise et que vous ne comprenez pas la comptabilité, vous êtes déjà à la traîne. Ils ne peuvent pas engager un gars qui s'y connaît? Ils doivent toujours communiquer avec vous. Votre comptable pourrait vous dire que vous êtes rentable, mais que votre trésorerie est en baisse. Vous ne le comprendrez pas. Vous pensez qu'il y ait besoin de l'université pour apprendre ça? Je pense que oui. Ça peut ne pas être le cas pour certaines personnes qui sont surmotivées. Vous pouvez prendre un cours de comptabilité en ligne et apprendre tout par vous-même. Vous avez une longueur d'avance de toute façon. Mais la plupart des gens ne le sont pas. Je me fiche de savoir si vous allez dans un collège communautaire pour prendre des cours de comptabilité ou dépenser 99 $ pour le cours. Dépenser de l'argent vous oblige à être plus impliqué. Mais la comptabilité, la finance, un peu le marketing, les ventes, les offres, tout ça, ce sont des termes du langage des affaires à maîtriser, bien qu'il soit possible de les apprendre soi-même ou d'engager des professionnels. Quand vous démarrez votre propre entreprise, vous ne voulez pas avoir à dépenser de l'argent pour engager un comptable. Écoutez, si vous avez suivi tous ces cours, vous n'aurez pas besoin d'engager un avocat pour vous constituer en société. Vous débrouillez tout seul et donc le coût d'ouverture de votre entreprise diminue. Mais le plus important encore dans tout ça, c'est le blocage dans le langage des affaires, vous comprenez? La chose que j'ai appris à Indiana, qui était la plus importante que tout le reste, j'ai appris comment apprendre. Et apprendre est devenu plus important pour moi.
Car la seule certitude dans les affaires, c'est qu'elles sont toujours en train de changer si vous n'apprenez pas toujours continuellement. Si je n'apprends pas continuellement, si je n'absorbe pas tout ce que je peux absorber, quelqu'un d'autre va me botter le cul. Vous pensez que si on met 10 personnes ici, que vous les interviewez, vous pourriez, après un entretien de 5 à 10 minutes, dire si ces types vont réussir en tant qu'entrepreneurs? Oui, je peux typiquement le dire. Je peux le dire par leur passion, je peux le dire par leur détermination, je peux le dire par leur préparation. Vous savez, il y a tout un domaine de critères pour qu'un business fonctionne. Voici le business dans lequel vous êtes et voici un millier de choses qui influencent si vous allez avoir du succès ou pas. Grâce à mon expérience dans les affaires, je peux me mettre à sa place et dire « Ok, voici 900 des 1000 problèmes dont il doit être conscient et ensuite je peux demander combien d'entre eux il est capable de résoudre. » Ça me donne une idée de l'intensité avec laquelle ils sont prêts à travailler. Et je peux savoir aussi par les questions qu'ils me posent, tout ce que j'ai à faire c'est de dire « Ok, qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Et vous savez quand ils commencent à dire « Qu'est-ce que je devrais faire ?» Ils vous posent la question. C'est très bien comme ça, et je veux qu'ils posent des questions. Mais vous savez, les gens aiment dire que les seules questions stupides sont celles qu'on ne pose pas. Ce n'est pas vrai, parce que les questions que vous me posez me disent plus sur vous que tout ce que vous faites, car en particulier, elles me renseignent sur votre préparation. Si vous me posez des questions sur des choses basiques que vous devriez savoir et que vous devriez maîtriser, ça va vous disqualifier. Pensez-vous qu'il doit y avoir un niveau sain de paranoïa dans un business? Oui, je dis toujours. Tu sais, pour chacune de mes entreprises, je me suis demandé qu'est-ce que je ferais pour me botter le cul. C'est vrai, donc quel que soit le business que vous avez, il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre hors jeu, ou quelqu'un qui essaie de prendre une bouchée de votre pain. Et c'est mieux pour vous de trouver comment ils vont faire plutôt qu'ils ne le fassent. Donc oui, c'est de la paranoïa. Et donc, vous devez être paranoïaque. Vous devez anticiper les prochains mouvements des autres et vous ne pouvez jamais minimiser la concurrence. J'étais à une compétition de business plan ce matin dans une université et ils étaient en quelque sorte dédaigneux de la compétition. Et donc, vous ne pouvez pas faire ça. Ils sont là pour essayer de vous faire tomber et ils ne vont pas rester tranquilles si vous êtes bon. Vraiment, vraiment bon. Vous allez les inspirer à travailler encore plus fort, plus vite et mieux. Et donc, vous devez être très conscient de ce que vous faites de bien et de ce que les autres font de bien. Et vous savez, une bonne dose de paranoïa, ça peut être très utile. Comment un entrepreneur fait pour augmenter sa vitesse et les secteurs qu'il doit développer? Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. La vitesse dans quel sens? La vitesse dans la croissance de mon entreprise. À quelle vitesse peut-elle se développer? Oui, ça dépend. Vous devez connaître vos propres compétences et vous devez savoir comment ça s'intègre dans le cycle de vie de votre entreprise. Certaines entreprises sont lentes et vous devez juste comprendre ça. Et vous devez juste attendre le bon moment, jusqu'à ce que ça commence à marcher et ensuite grandir rapidement. Vous savez, si vous essayez de sortir un produit qui doit être omniprésent, vous devez aller aussi vite que possible et mettre le produit sur le marché. Beaucoup de gens disent que la perfection est l'ennemi du profit. Cela ne signifie pas que vous devez attendre un produit parfait. Ça dépend vraiment de ce qu'est le produit. S'agit-il d'un salon de coiffure, d'une application? C'est un service. C'est un produit? Mais vous savez, la clé est de rechercher les fruits mûrs prêts à être cueillis. Quels sont les clients qui sont prêts à vous faire un chèque ou à s'engager? Vous savez, pour qu'ils soient prêts à l'intégrer dans leur vie quotidienne ou à l'intégrer dans leur business quotidien et donc obtenir un engagement, soit en temps ou en revenu, est typiquement ce que je recherche. Et donc, si je peux obtenir un engagement, alors je vais pouvoir apprendre. Je vais voir comment ils l'utilisent. Et ensuite, une fois que j'aurai le prochain produit, j'espère qu'il sera lancé un peu plus vite que le premier. Alors je peux demander des études et ensuite le suivant, puis le suivant, et j'essaye juste d'augmenter le rythme. Quand j'ai acheté les MAV, il n'y avait pas de base de données pour les détenteurs d'abonnements annuels, et donc littéralement, il était juste question de faire une liste des anciens abonnés, et à l'époque, j'avais un annuaire. J'avais la liste sur mon bureau à côté de mon téléphone. Je passais les coups de fil moi-même. Vous? Oui, moi, parce que si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Alors je prends le téléphone, et c'est Marc. Vous savez, je suis le nouveau propriétaire des Dallas Mavericks. J'aimerais vous inviter à revenir à la saison prochaine. Incroyable, incroyable. Non, c'est mon business. Incroyable, un responsable des ventes peut se charger de ses appels, mais c'est vous qui êtes milliardaire qui le faites. C'est pas grave. Tout le monde a ses propres objectifs, et je ne veux pas que quelqu'un chez les Mavs puisse dire qu'il n'est pas prêt à faire son travail correctement. Si je me promène et que je vois des papiers, je ramasse tous les papiers. Je ne dis pas aux autres qu'il faut les ramasser, je les ramasse. Mais en termes de vitesse de croissance, c'est vraiment que vous devez obtenir ce premier client d'abord.
Et ensuite, quand vous l'aurez, vous vous demandez ce que vous avez appris. Ensuite, vous répétez la même chose. Vous obtiendrez le prochain client. Puis avec de la chance, vous apprendrez de plus en plus à travers ce processus et les prochains arriveront plus rapidement.